Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis très content de pouvoir vous parler d'Esteban aujourd'hui. Esteban est un conte qui s'était fait connaître, en particulier pendant une période du Covid où il tenait des discours complotistes et il en est revenu courageusement, ce qui lui a valu bien évidemment des désabonnements massifs de son compte Twitter et un cyberharcèlement avec des menaces de mort, comme assez peu de personnes l'ont connu sur les réseaux sociaux. C'est une personne qui est très courageuse, que j'admire beaucoup, j'aime énormément ce qu'il produit sur Twitter. Et il se trouve que Esteban m'a tagué sur des propos de Didier Raoult. Des propos de Didier Raoult qui sont assez surprenants. Donc déjà, si jamais vous voulez vous abonner à la chaîne d'Esteban, je vais tout de suite vous montrer voilà, le lien vers son compte. Donc le voilà, Esteban, @Esteban avec un underscore. Et donc voilà la vidéo sur laquelle il m'a tagué, qui est vraiment, bon voilà, on va en parler dans l'émission Les Incorrectibles, vous savez ce que je pense de ce genre d'émission, on va en parler, écoutez, ça dure 1 minute 27, donc on va le mettre en vitesse normale et c'est désastreux. On va essayer de produire un contre-discours aussi vocal que ce genre de discours trop classique sur Internet, malheureusement. Il y a une chose qui est très, 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 très intéressante, beaucoup plus pour moi que le wokisme, c'est la désexuation. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus de rapport sexuel. Sexualité, du coup. Sexuation, c'est pas le fait d'avoir des rapports sexuels. Les jeunes aujourd'hui ont effectivement moins de rapports sexuels qu'à notre époque, c'est vrai. L'âge moyen du premier rapport sexuel s'est très légèrement décalé dans le temps. On est autour de 16 ou 17 ans selon certains sondages. Ça veut dire, voilà, je ne connais pas la médiane, mais effectivement, les jeunes ont un peu moins de rapports sexuels. Donc, tout de suite avant de le laisser dérouler, pourquoi les jeunes ont de moins en moins de rapports sexuels ? Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de sociologues qui donnent de réponses définitives à cette question. Il semblerait que ce soit plurifactoriel, que ce soit difficile à mesurer. Ce que l'on sait, en revanche, c'est que les femmes dans le monde sont de plus en plus libérales, ont des prises de position de plus en plus libérales, féministes, progressistes, etc. Et que cette augmentation de leur libéralisme social n'est pas suivie par les hommes, qui sont à l'inverse aussi un petit peu plus libéraux, mais la courbe ne suit pas aussi rapidement, mais qui sont parfois dans certains pays de plus en plus conservateurs. On a un exemple qui est un exemple caractéristique, c'est celui de la Corée du Sud, pays dans lequel le taux de fécondité s'est absolument effondré, qui est un pays dans lequel les femmes qui réclament des droits et qui ont bien raison de réclamer des droits se heurtent à ce que Susan Faludi appelait le backlash. Lisez backlash, Susan Faludi, c'est remarquable. À savoir des hommes qui réagissent avec beaucoup de virulence à ces propos. Et donc, on se retrouve avec des femmes qui réclament simplement des droits et des hommes qui augmentent leur niveau de violence à l'encontre de ces femmes-là, ce qui donne une société qui est en train de se diviser en Corée du Sud complètement, avec des femmes qui disent on va faire sécession complètement des hommes en fait, et on va vivre notre vie de notre côté. Ça donne des manifestations dans tout le pays, des manifestations dans lesquelles, pardon pour mes propos, mais c'est la stricte réalité, vous devez l'entendre, voilà ce qui se passe en Corée du Sud. Les hommes, avant, se masturbent, se filment en train de se masturber, envoient ces vidéos-là aux femmes qui vont manifester et ensuite leur balancent le sperme au visage pendant leur manifestation. On en est là. Les hommes et les femmes se comprennent peut-être de moins en moins parce que la position dans laquelle les hommes ont été dans la société depuis à peu près toujours, à ce que j'en sache en tout cas, est une position très privilégiée, très dominante. Et lorsque les femmes arrivent et réclament des droits, finalement, elles remettent en question la domination masculine. Elles remettent en question l'évidence du fait que les hommes soient supérieurs aux femmes. Et vous avez certains hommes qui suivent ça en se disant c'est tout à fait normal. Après tout, il n'y a pas de raison que j'ai plus de privilèges qu'une femme sur X ou Y chose. Il n'y a pas de raison de justifier un tel écart salarial moyen de 24%. Il n'y a pas de raison de justifier les 5% de différence de salaire entre les hommes et les femmes à poste égal et à compétence égale. Il n'y a pas de raison de justifier le fait qu'il n'y ait que très peu de femmes au CAC 40 qui dirigent des entreprises, etc. Il n'y a pas de raison de justifier une division du travail qui soit sexuée, basée du coup sur le sexe ou sur le genre des individus. Et à ça, pas mal d'hommes se radicalisent sur les réseaux sociaux à cause de discours masculinistes et reproduisent un contre-discours encore plus violent, masculiniste, un vrai backlash contre les discours féministes. Ce qui fait que les hommes et les femmes se comprenant de moins en moins bien, ils ne matchent pas, tout simplement.
Ça fait partie des explications données. Il y a d'autres explications qui sont apportées. Il y a certaines personnes qui parlent d'éco-anxiété. Alors l'éco-anxiété est très difficile à démontrer en tant que telle, hein. J'ai lu des articles qui sont prudents sur la notion d'éco-anxiété. Mais il y a d'autres choses. Il y a aussi une montée des individualismes dans une société capitalisme. Ouais, effectivement, il y a une montée des individualismes, faisant ainsi que les individus, hommes comme femmes, se disent il faut que je pense d'abord à ma réussite personnelle et professionnelle avant de penser éventuellement à fonder une famille. Et étant donné qu'on a repensé aussi la notion de famille aujourd'hui, et qu'elle a été aussi repensée par le fait que le capitalisme soit en crise. Aujourd'hui, vous êtes un homme moyen, c'est-à-dire que vous avez un salaire moyen ou médian, vous avez une femme et des enfants, vous ne pouvez pas vivre dans une grande ville. Il faut que la femme travaille également, et les femmes le savent. Les femmes savent qu'elles ont l'obligation de travailler, et je veux dire, c'est évidemment pas une bonne chose qu'on soit obligé de travailler pour vivre, mais ça donne aussi la possibilité à certaines femmes de se poser la question, de se dire est-ce que moi j'ai envie de consacrer ma vie à un foyer, ou est-ce que j'ai des aspirations, est-ce que j'ai envie d'aller travailler. Elles ont cette opportunité-là aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'elles aient cette opportunité-là. Ce qui est une mauvaise chose, c'est qu'il y a une nécessité à travailler pour des salaires absolument misérables dans des conditions de travail qui sont mauvaises, mais toutes ces choses-là peuvent expliquer qu'il y ait une diminution, je prie de m'excuser, une diminution du nombre de rapports sexuels chez les jeunes, que le taux de fécondité en France stagne autour de 2 et ne soit pas légèrement plus haut. On n'est pas le pire dans les pays d'Europe. En Italie, c'est 1,32 enfants par femme en moyenne. La crise du capitalisme fait aussi que les personnes n'ont pas confiance, se disent non, on ne va pas fonder une famille à 20 ans parce qu'on n'a pas les moyens pour quitter nos parents, on n'a pas les moyens pour acheter une maison. Ça, c'est une analyse purement marxiste et matérialiste de la situation dans laquelle on vit. Toutes ces choses-là amènent à un discours politique, à une réflexion politique et à des solutions politiques. Mais c'est pas ce que Didier Raoult propose. C'est pas la version que Didier Raoult propose, et on a vu qu'on part du wokisme. Je n'ai pas vu l'extrait qu'il y a eu avant, mais j'imagine le pire, j'irai l'écouter pour me faire mon opinion, bien évidemment. C'est pas cette explication qu'il propose. Voilà ce qu'il propose, une explication qui ne me convient pas du tout et qui ne devrait pas vous convenir. Et donc quand vous arrivez au Japon, c'est extraordinaire. Au Japon, avant 30 ans, il y a 30% des gens qui n'ont jamais eu un rapport sexuel. Oui, on est dans une société effectivement qui a dressé le capitalisme comme étant la nouvelle religion d'État, qui a largement supplanté les mouvements shintoïstes et compagnie. Aujourd'hui, voilà, le capitalisme est religion d'État. Le Japon est un pays qui vit dans les grandes villes absolument entassé. Les salaires ne sont pas des salaires particulièrement élevés au Japon, c'est le moins qu'on puisse dire. Les conditions de travail sont épouvantables. Ils travaillent énormément. La réussite sociale est dressé au rang de ce que vous devez absolument atteindre comme étant une grande priorité. Donc, il y a moins de place pour la notion de famille dans ces situations-là. On demande pourquoi, c'est très intéressant. Pendant plusieurs années, je suis allé au Japon pour essayer de mettre au point un microscope de table avec Hitachi. Et donc, je me suis intéressé du coup à ce qui se passait là quand j'étais entre deux rendez-vous, et j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et c'est très intéressant, les garçons ne veulent plus voir les filles. Les Japonais ont créé un terme pour ça, ils appellent ça les herbivores. Ces garçons qui sont herbivores, c'est assez intéressant comme qualification. Non, c'est à la fois misogyne et puis c'est à la fois se moquer de je sais pas, contre la violence animale, et puis c'est considérer les femmes comme des bouts de viande. Ils ne veulent pas de femmes, donc ils sont herbivores, ils mangent pas de viande. Les femmes, c'est pas des bouts de viande, c'est pas intéressant comme terme, c'est horriblement misogyne. Les cultures sont différentes, elles appellent les choses différemment. Et quand on leur demande pourquoi, c'est par timidité, ils veulent pas être empoisonnés par les femmes parce que les femmes sont embêtantes. 3, ils ont peur d'être poursuivis pour harcèlement. Voilà, donc là, ça va pas du tout. Le Japon, c'est un pays qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais ado, qui m'intéresse un petit peu moins aujourd'hui. Ces pays ultra-libéraux, j'étais un petit peu fasciné parce que c'était, vous savez, l'explosion de la culture manga, etc. en France, et des animés. Donc, voilà. En revanche, dire les Japonais n'ont pas de rapport sexuel avec les femmes parce qu'ils ont peur des accusations de harcèlement, je m'excuse. Le Japon est un pays horriblement patriarcal, encore plus qu'en France, d'accord. Ou regardez la série la Maison de la rue de la Pente, qui parle de la place des mères au Japon, de ce qu'on exige des mères, qu'elles abandonnent absolument tout pour élever des enfants. Et ça raconte, c'est une série passionnante que j'avais vue sur Arte, je pense qu'elle y est encore, qui raconte l'histoire d'une mère qui est dépassée par sa fille et qui est remplaçante de jurée dans un procès d'une mère qui a commis un infanticide, qui a assassiné son enfant. Et c'est une réflexion sur la place qui est donnée aux femmes au Japon dans la maternité. Et
les femmes rejettent ça en bloc aujourd'hui au Japon, rejettent ça complètement en masse, en expliquant qu'en fait elles ne peuvent pas être réduites à simplement un rôle de mère, qu'elles ont le droit d'avoir des aspirations professionnelles. On voit par exemple le point de vue de différentes femmes en couple, de femmes qui soit sont au foyer, soit sont juges, et on voit en fait la façon dont elles sont traitées, considérées, mais comment ça se fait que tu es juge, comment ça se fait que tu as des responsabilités alors que tu as un enfant, etc. Et donc si vous voulez, tout ça crée des nouvelles générations qui se posent des questions et qui se disent, mais en fait, c'est quoi mon destin ? Quel est mon destin en tant que femme ? Est-ce que mon destin en tant que femme, c'est de me sacrifier pour qu'un homme ait une carrière et que moi je n'ai rien, parce que l'homme a une carrière, il gagne de l'argent, et quand il y a séparation, qu'est-ce qui reste à la femme ? Elle n'a pas de bien immobilier, elle n'a pas de revenus, elle n'a pas de salaire, qu'est-ce qui lui reste ? Qu'elle ne peut pas partir. Ça n'est évidemment pas pour les raisons invoquées par Didier Raoult qu'il y a une diminution des rapports sexuels. Les jeunes n'ont pas moins de rapports sexuels avec lui parce qu'ils ont peur d'être accusés de fausses accusations pour viol. Je veux dire, les fausses accusations pour viol, c'est un truc qui existe, dont il faut pouvoir parler de temps en temps, et on en parle de temps en temps sur la chaîne, mais qui est tellement minoritaire que mettre en avant les fausses accusations de viol pour faire peur un petit peu aux gens et en créer des faits divers, en créant des faits divers choquants, c'est deux choses. Premièrement, c'est vouloir retirer le caractère quasiment systématiquement raciste des fausses accusations quand elles existent, parce qu'elles sont quasiment systématiquement formulées à l'encontre de personnes immigrées. Et deuxièmement, c'est de refuser, c'est très misogyne, de voir que le problème principal, c'est pas les fausses accusations, c'est le nombre de viols en France, qui ne sont en plus de ça pas judiciarisés. Quand ils sont judiciarisés, qui aboutissent rarement à des condamnations. On estime que 1% des viols en France aboutissent à une condamnation judiciaire. Il est là le problème. Vouloir mettre en avant la question des fausses accusations, qui est vraiment dérisoire à côté de la réalité du viol, ça produit ça. Et entendre Didier Raoult tenir ce discours-là avec l'assurance qu'on lui connaît, je veux dire, moi j'ai été au Japon et voilà pourquoi. Non mais Didier Raoult, mais qu'est-ce que c'est que cet argument d'autorité ? C'est comme si moi je disais, moi j'ai lu des mangas et je peux vous dire ce qui s'est passé au Japon. C'est comme si je vous disais, suite à cette vidéo, moi j'ai vu la série La Maison de la rue de la Pente et donc je peux vous dire que c'est exclusivement ça le truc qui... Non, je peux simplement vous dire que ce qu'explique La Maison de la rue de la Pente, c'est que ça peut être une explication tout à fait aussi valable que la vôtre, Didier Raoult, qui me semble en plus de ça vraiment être une explication avant tout masculiniste plutôt qu'une explication qui se voudrait, je sais pas, sociologique, réelle ou quoi que ce soit. Et donc tout ça fait qu'il y a une disparition de la sexualité qui explique bien entendu qu'il soit un taux de reproduction de 0,6. Il n'y a pas une disparition de la sexualité. En plus, au Japon, c'est un pays dans lequel la pornographie est en constante explosion, la prostitution également. Enfin bref, c'est complètement à côté de la plaque. C'est un discours dangereux, un discours masculiniste dangereux. Les femmes sont chiantes, les hommes ne veulent plus avoir de rapport avec les femmes parce que les fausses accusations, sous-entendues, voilà ce qui est en train d'arriver en France et voilà vers ce quoi on va. Donc quelle est la solution qui est sous-entendue ? C'est de lutter contre le féminisme. C'est la solution qui est sous-jacente à ça, vous voyez ce que je veux dire ? C'est les luttes féministes sont en train de causer du tort à la natalité en France, quoi. Incroyable d'entendre ça de la part de Didier Raoult, incroyable ou pas incroyable. Moi, je suis surpris qu'il aille sur ce terrain-là. Je ne suis pas surpris. Enfin, je veux dire, si on m'avait dit, à ton avis, si Didier Raoult allait sur ce terrain-là, quel type de discours il allait produire, je m'attendrais à ce qu'il tienne ce type de discours-là, mais qui s'exprime sur cette question-là, au nom de quoi ? Voilà, au nom de quoi ? Même moi, encore aujourd'hui, j'ai une forme de syndrome de l'imposteur, malgré les quantités de lectures que j'ai pu me manger sur les théories féministes, antisexistes et compagnie. Même moi, je remets énormément en question mes croyances, mes pensées sur ces questions-là. Mais alors lui, mais de quel droit il affirme ça avec une telle assurance ? C'est triste. Voilà. Merci Didier. On avait vachement besoin de ça en ce moment. En plein procès Mazan, de tenir de ce type de discours-là, on avait vachement besoin de ça. C'est désespérant. Abonnez-vous au compte d'Esteban, c'est un mec bien. Soutenez-le. Il traverse des moments difficiles dans sa vie en plus en ce moment. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Voilà. Et puis, je vous dis à très vite. À bientôt les amis.